13h sur Radio Sénégal, le journal à la présentation. Françoise Xavier Thiaw, Adja Fatou Sarr. Bonjour Xavier. Bonjour Adja, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, journée morte à l'initiative des personnels administratifs, techniques et de services. Les PATS réclament le salaire du mois de décembre. Ils ont tenu sit-in ce matin pour dénoncer une situation qui n'a que trop duré à leur goût. Procès en appel de Hissène Habré, les parties civiles demandent la correction des erreurs commises lors du jugement en première instance. Elles veulent la prise en compte de toutes les victimes. L'audience suspendue après la plaidoirie des avocats ce matin reprend demain avec le réquisitoire du parquet général. La Gambie retient son souffle. Théoriquement, la Cour suprême statue aujourd'hui sur les recours déposés par le parti de Yaya Jammeh au sujet de la présidentielle de décembre dernier. Demain, une nouvelle mission des chefs d'État de la CEDEAO est attendue dans la capitale gambienne. Daniel Kamblan-Duncan, tout premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire, celui qui était jusqu'à hier Premier ministre, a été nommé à ce poste ce matin par le président Alassane Ouattara. Dans la deuxième partie, nous aurons les sports avec Tanda Ndiaye, l'invité de la rédaction avec le ministre Birima Mangara qui revient sur le pourquoi des tensions de trésorerie à chaque fin d'année budgétaire à l'université Cheikh Anta Diop. La revue de presse, c'est l'affaire de Arona Diouf. Tout de suite, les détails de ce journal. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. L'université Cheikh Anta Diop n'est pas encore sortie de ces zones de turbulence. Oui, après les professeurs hier, ce sont les PATS, les personnels administratifs, techniques et de services qui observent aujourd'hui une journée morte à l'université de Dakar. À l'origine, le retard de salaire toujours noté chez certains travailleurs de l'université. Ces travailleurs affiliés au syndicat autonome des travailleurs des universités et centres universitaires dénoncent un phénomène qui a trop duré à leur goût. Docteur Ndeye Adjara Diaye Diop, interrogé par Arona Diouf. On est le 10 aujourd'hui et jusqu'à présent, on n'avait pas reçu nos salaires. C'est ce matin que les salaires ont commencé à tomber. D'après ce que la législation nous permet, après le 8, on n'a pas eu nos salaires. Donc là, on peut dire que tout le monde est rentré dans ses fonds. Non, pas du tout, parce que moi-même qui vous parle pour le moment, je n'ai pas encore reçu mon salaire. Mais il paraît qu'ils ont commencé à tirer ce matin. Maintenant, cette situation, ça se répète au fil des ans. Pour vous, quelle est la solution? On ne sait pas. Ça devient, comme on le disait tout à l'heure, endémique, parce que chaque année, à pareille période, on a des problèmes. On dit qu'on est en fin de budget, le budget ne couvrait pas tous les mois de salaire. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 2 ans de cela, en 2015, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministère des Finances sont allés à l'Assemblée nationale dire que l'argent de l'ArcelorMittal qu'ils ont obtenu, ils l'ont mis au niveau de l'enseignement supérieur pour résorber ce gap. Et malheureusement, on continue à vivre cette situation. Donc ça pose problème. On ne sait pas où est le problème. C'est au niveau de nos autorités qui sont là, maison, le rectorat, ils nous parlent de changement de banque. Donc c'est un problème administratif. Mais tout compte fait, nous, ce qui nous intéresse, quand on gère, on doit savoir prévoir et anticiper au niveau des problèmes pour trouver des solutions. Et on a attiré l'attention de l'autorité depuis le 16 décembre, parce que depuis fin septembre, on vit des retards de salaire. Voilà, le docteur Ndeye Adjara Ndiaye Diop, coordinatrice des sections SATIC de l'Université de Dakar. Le SATIC, c'est le syndicat autonome des travailleurs des universités et centres universitaires. Xavier, quittons l'université, direction le tribunal au deuxième jour du procès en appel de Hissène Habré. La parole était à la partie civile. Et dans leur plaidoirie, les parties civiles ont dénoncé un jugement ambigu en première instance. Selon les avocats des familles de victimes, des erreurs ont été notées dans le jugement. Et c'est pourquoi ils demandent à la chambre d'appel de réparer ces erreurs en prenant en compte toutes les victimes. Maître Jacqueline Moudeina, avocate des parties civiles au micro de Demba Diao. Nous, on a fait appel spécialement sur les intérêts civils parce que nous avons eu droit à un jugement complètement ambigu, un jugement qui à la fin a procédé au rejet des milliers de victimes, ce qui n'est pas juste pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel. On s'est aperçu que les juges n'avaient pas un critère bien défini de retenue pour qualifier les victimes de parties civiles. Et les juges étaient également en porte-à-faux avec le statut des chambres qui, en son article 28, parle des victimes qui aient participé ou non à la procédure. Mais quant aux juges, ils se focalisent sur 2 hypothèses qu'on pouvait facilement détruire pour rejeter des demandes de réparation pour certaines victimes. Et il y en a beaucoup qui ont été rejetées. Un coup, c'est au niveau de production des actes de notoriété pour hérédité. Une autre hypothèse, c'est au niveau de l'audition des personnes qui se sont présentées soit ici aux audiences ou qui ne se sont pas du tout présentées.
Voilà, maître Jacqueline Moudena, une des avocates des parties civiles, au micro de Demba Diao, qui nous précise que l'audience a été suspendue juste après la plaidoirie des avocats. Elle reprend demain avec le parquet général qui prendra la parole pour son réquisitoire. Allons à Louga où une nouvelle coalition politique est née. Le Front Watu Ndiambour est créé par des partis politiques de l'opposition et des mouvements de la société civile. Les membres du comité d'initiative de ce nouveau front n'écartent pas l'idée de mettre en place une liste commune lors des prochaines législatives. Ousmane Beng. Les partis Rewmi, Grand Parti, le PDS, Bokk Gis Gis, MDR Yeesal, une frange du Parti socialiste, mais également des mouvements citoyens comme Alliance pour le développement de Louga, ADL, décident de faire front commun. Massar Diop, coordonnateur communal du Grand Parti, membre du comité d'initiative. Ce front, qui est une coalition de l'opposition, décide en quoi de prendre en charge les préoccupations, les populations qui sont dans l'opposition laissées en rade. Et pour cela, nous allons faire face, nous allons défendre les intérêts des citoyens du Ndiambour, mais également nous allons nous préparer pour les prochaines échéances ici à Louga. Que nous venons d'acter l'initiative de mettre en place une force de l'opposition qui est reconnue dans le département. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous allons essayer, en tout cas, autant que faire se peut, d'unir nos forces, de rassembler en tout cas toutes les populations et de faire face à ce pouvoir. De l'avis de ces représentants de partis et de mouvements citoyens réunis au centre culturel, l'heure est aux grands ensembles. Ils croient fermement qu'une alternative est possible dès 2017 et préparent une liste commune aux législatives prochaines. Une initiative prise au lendemain de l'appel pressant du leader de la mouvance présidentielle Macky Sall aux responsables locaux de son parti, l'APR, à s'unir et travailler main dans la main dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ousmane Beng, Louga, Radio Sénégal. À Sédhiou, le conseil départemental au chevet de plusieurs organisations. Il vient d'offrir 5 millions de francs CFA aux tailleurs de la région pour l'implantation d'une mercerie départementale. Le conseil a aussi apporté un soutien aux 14 communes du département ainsi qu'à la mutuelle de santé de la commune. Mamadou Kanté. Cet appui conséquent du conseil départemental de Sédhiou s'inscrit en droite ligne dans sa mission, celle de soutenir la dynamique économique, sociale et environnementale du département. L'honorable député Boubacar Biaye est le président du conseil départemental de Sédhiou. 5 millions de francs CFA à l'association des tailleurs pour l'implantation d'une mercerie départementale qui verrait désormais les tailleurs de Sédhiou acheter toutes leurs fournitures, en tout cas de couture, dans le département de Sédhiou. Il n'y a plus maintenant question de se déplacer jusqu'à Dakar pour faire des commandes. La possibilité que nous offrons aux Sédhiouis de la commune d'avoir quand même l'accès aux soins de santé en appuyant la mutuelle de santé que nous voulons mettre dans des conditions optimales pour atteindre les objectifs en dotant donc de matériel informatique, du mobilier, des chaises en bureau. Aussi contribuer à l'essor donc de l'économie locale en appuyant les femmes. Nous avions par le passé doté toutes les communes en matériel informatique. Aujourd'hui, il s'agit de leur donner tout ce qui est consommable informatique. L'institution départementale entend promouvoir d'autres corps de métier. Boubacar Biaye. Nous allons lancer un autre programme de soutien aux marchands ambulants. Nous sommes en train d'analyser le projet pour voir évaluer sa rentabilité en parfaite collaboration avec l'APDIA. A rappeler que le conseil départemental de Sédhiou avait déjà remis un chèque de 10 millions de francs CFA aux femmes du département et compte subventionner également à hauteur de 10 millions par an Sédhiou FC, ce club fagnon en gestation dans la région. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. Une note triste pour terminer. Ablaye Mbaye sera inhumé cet après-midi. La levée du corps de l'artiste musicien décédé hier est prévue à 15h à Fass. Parti hier sur la pointe des pieds, Ablaye Mbaye a pris de court son monde. Falloudien, artiste musicien, chanteur, témoigne au micro de Mariam Mané. Ça nous a vraiment surpris, le décès d'Ablaye Mbaye, parce que c'était un jeune qui nous fréquentait tous les soirs. On était au Taïf, au restaurant Le Taïf, tous les soirs. Après chaque soirée de Pape Echer, de Yoran Ndiaye, il venait tous les soirs là-bas. Ablaye, c'était un jeune frère, un neveu et tout. Il était un jeune très discipliné. C'est pour cela qu'il nous fréquentait et on l'a accepté par rapport à son âge. C'était un jeune très intelligent, très sociable, très humble, très naturel. Et puis un farceur. Moi je pense que c'est une très grande perte pour la musique sénégalaise. Par rapport à son talent, par rapport à ses possibilités, par rapport à son oreille. Parce qu'Ablaye c'était un non-voyant. Il avait un don de ciel. C'était un surdoué de la musique. Bon, moi je pense que par rapport à
moi, ce que je faisais, si je sortais un album ou quelque chose comme ça, je faisais tout pour que Ablaye écoute ça et me donne des conseils. Hier soir, vers 19h, on m'a appelé et me dit Ablaye est décédé. Et je n'en revenais pas, que Dieu l'aurait dans son paradis. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. On démarre l'actualité internationale avec la Gambie. La Cour suprême de la Gambie statue normalement aujourd'hui sur le recours introduit par Yaya Jammeh. Ce alors qu'une nouvelle mission de la CEDEAO est attendue demain à Banjul, annonce faite hier à Abuja par les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui appellent Yaya Jammeh à céder le pouvoir. Yaya Jammeh qui vient d'ailleurs de limoger son ministre de l'Information ainsi que 12 ambassadeurs qui avaient félicité le président élu Adama Barrow. Aïssatou Sall. Le 13 décembre dernier, le parti de Yaya Jammeh a saisi la Cour suprême d'une demande d'annulation de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier. Le président sortant dénonçait des irrégularités dans la comptabilisation des votes et l'organisation du scrutin. 2 autres recours ont été déposés le 3 janvier dernier. Depuis son revirement, Yaya Jammeh subit de nombreuses pressions extérieures, notamment de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour quitter le pouvoir le 19 janvier après l'expiration de son mandat. CEDEAO a notamment dépêché une mission de dirigeants à Banjul le 13 décembre dernier sans succès et multiplie les réunions sur le dossier comme hier à Abuja au Nigeria à l'initiative du président nigérian Muhammadu Buhari, un des médiateurs dans ce dossier. À l'issue de cette rencontre, le chef de la diplomatie nigériane, Geoffrey Onyema, a annoncé que la CEDEAO enverrait mercredi en Gambie de nouveaux émissaires. Selon lui, ces émissaires vont discuter avec le président Jammeh de l'impératif de respecter la Constitution. Un transfert pacifique du pouvoir en Gambie est préférable, mais un recours à force n'est pas exclu. Toutes les options sont sur la table, a-t-il fait savoir. Sous répression, Yaya Jammeh a assuré le 20 décembre qu'il ne céderait pas le pouvoir tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur ses recours électoraux. Et le 31 décembre, il a accusé la CEDEAO de partialité et exclu toute négociation avec elle. Persistant dans ce refus, il a limogé et rappelé à Banjul 12 ambassadeurs accrédités à l'étranger. Ces derniers lui avaient demandé fin décembre de céder le pouvoir. Ils avaient aussi félicité le président élu Adama Barrow pour sa victoire. Selon un communiqué diffusé par les médias d'État hier soir, Yaya Jammeh a aussi mis fin aux fonctions du ministre de l'Information et de la Communication. Chérif Bodian a été remplacé par le député Sidi Ndiaye. Aucune explication n'a été fournie. Merci Aïssatou Sall. Xavier, une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle vient de se doter d'un vice-président. Et le président Ouattara a porté son choix sur Daniel Kablan-Duncan, qui était jusqu'à hier le Premier ministre. C'est hier matin d'ailleurs qu'il a présenté sa démission au président Ouattara, qui l'a accepté. La Côte d'Ivoire est dans l'attente donc d'un nouveau gouvernement. Quant au perchoir de l'Assemblée nationale, elle reste occupée par Guillaume Soro, réélu hier dans l'après-midi. On termine avec les États-Unis. Barack Obama fait ses adieux alors que Donald Trump continue de nommer les membres de son entourage. Oui, Trump qui vient justement de nommer son gendre, mari donc de sa fille, au conseiller à la Maison-Blanche. Monsieur Kushner, 36 ans, est issu de l'immobilier comme son beau-père. Il a renoncé à tout salaire pour la durée de ce poste. Quant à Barack Obama, il prononce aujourd'hui son dernier discours en tant que président des États-Unis. Il est à 10 jours de la fin de ses 8 années à la tête du pays. Merci François-Xavier Thiaw. Un rappel des titres. Procès en appel de Hissène Habré. Les parties civiles demandent la correction des erreurs commises lors du jugement en première instance. Elles veulent la prise en compte de toutes les victimes. L'audience suspendue après la plaidoirie des avocats ce matin reprend demain avec le réquisitoire du parquet général. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, journée morte à l'initiative des personnels administratifs, techniques et de services. Les PATS se réclament le salaire du mois de décembre. Ils ont tenu sit-in ce matin pour dénoncer une situation qui n'a que trop duré à leur goût. La Gambie qui retient son souffle. Théoriquement, la Cour suprême statue aujourd'hui sur les recours déposés par le parti de Yaya Jammeh au sujet de la présidentielle de décembre. Demain, une nouvelle mission de chef d'État de la CEDEAO est attendue dans la capitale gambienne. Et puis Daniel Kablan-Duncan, tout premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Celui qui était jusqu'à hier Premier ministre a été nommé à ce poste ce matin par le président Alassane Ouattara.
Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes du 14 janvier au 5. Ndiaye nous a rejoint en studio. Bonjour Tandakha. Bonjour Khadija. L'actualité sportive reste toujours dominée par les préparatifs de la CAN 2017 à jour J-4 à Libreville. Oui, tout à fait. Et les équipes qualifiées préparent fiévreusement la grande compétition continentale. On commence par les Lions du Sénégal à Brazzaville. Le groupe au complet s'est entraîné hier au stade de Kentélé avec plus d'intensité dans un rythme chez les remplaçants. Et puis des cassages du côté des titulaires. La suite avec le dernier acte, c'est donc demain à Brazzaville, le match entre l'équipe des Diables Rouges du Congo et le Sénégal. Le départ pour Franceville où justement c'est prévu après le match, c'est donc là où va évoluer le groupe B à Franceville. Justement, vous avez des nouvelles des autres équipes de ce groupe B à Franceville. Et comme à l'accoutumée, pour les préparatifs de cette Coupe d'Afrique des Nations, on commence par le premier adversaire des Lions du Sénégal, la Tunisie, qui retrouve le sourire après la grisaille, pour ne pas dire que la coqueluche carthaginoise, il s'agit de Wahbi Khazri, donc qui sera bien à la Coupe d'Afrique des Nations. Le suspense est donc mort. Le milieu offensif des Aigles de Carthage, touché contre l'Égypte, ne souffrait que d'une petite contusion et donc assez bénigne. Et cet après-midi à 16h, l'Algérie va en tout cas jouer contre les Morabitoun de Mauritanie et donc un deuxième face à face, puisque en premier face à face c'est donc les Algériens qui l'avaient remporté sur le score de 3-1. Enfin les Warriors du Zimbabwe, et donc ils ont stoppé leur mouvement d'humeur et donc ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils sont en ce moment au Cameroun et vont en découdre avec les Lions indomptables. Ce sera à 17h. Football toujours, Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or 2016. Oui, mais avant tout, la FIFA qui valide le passage de 48 équipes à partir du Mondial 2026. C'est avec un groupe de 16 et 3 équipes depuis l'édition 98 en France. La Coupe du monde de football comptait jusqu'à présent 32 participants et 64 matchs répartis en 32 jours. Cristiano Ronaldo, nous y voilà, qui a remporté le prix FIFA. C'est le meilleur joueur 2016, donc attribué au Portugais Cristiano Ronaldo, le quadruple Ballon d'Or, champion d'Europe, avec surtout, eh bien, il a remporté sans surprise ce prix FIFA, une innovation de l'instance mondiale du football. Le technicien italien Claudio Ranieri est champion d'Angleterre avec l'équipe de Leicester et sacré meilleur entraîneur FIFA 2016. Eh bien, Tandakha, on termine avec la visite du président Macky Sall cet après-midi au stade Alassane Djigo de Pékin. Oui, le prétexte, le stade Alassane Djigo, réhabilité par l'État du Sénégal, sera inauguré par le président de la République. Une deuxième tribune mise à la disposition des sportifs de Pékin. L'État a mis plus d'1 milliard de francs CFA et c'est un stade flambant neuf. Ali Ndiaye Diouf nous amène à la découverte d'Alassane Djigo avant l'inauguration cet après-midi par le chef de l'État. Le vert, le jaune, le rouge, les couleurs symboles du drapeau national visibles sur les gradins. Alassane Djigo a refait peau neuve. Le responsable des lieux est satisfait. Ça a été rénové, une rénovation qui est vraiment acceptable pour ces vestiaires. Il y a un vrai changement par rapport au premier boulot qui a été fait. Même les vestiaires des arbitres ont été rénovés. Ça a été rénové, même le circuit sanitaire, le circuit électrique, tout a été revu. Pour la première fois, le stade Alassane Djigo a une deuxième tribune. Plus de place, plus de commodité. La deuxième tribune est plus grande que la première. L'ancienne quoi? Presque c'est le double. Donc là c'est 2000 places. Or la première tribune compte 1000 places. Il y a des nouvelles vestiaires pour des joueurs comme les arbitres et aussi des toilettes bien faites pour le public. Même la pelouse a été refaite. Le gazon là c'est la meilleure qualité que des temps modernes qu'on a. Gazon synthétique. Si c'est bien géré, ça peut durer. Les curieux furieux du ballon rond viennent à la découverte. Cheikh prévient,
pas de surexploitation. Je suis venu regarder le nouveau bijou. On est satisfait. Mais il faut de la rigueur, surtout concernant l'utilisation. Éviter la surexploitation. Des matchs à toute heure, jusque tard dans la soirée, à 1h du matin. C'est pas bon. Pour la deuxième fois, le stade Alassane Djigo est réhabilité par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, il a un soutien à Pikine. Mbao est disponible. RTS banlieue, Aly Ndiaye Diouf. Merci Aly Ndiaye Diouf. Portrait sonore assez exhaustif du stade Alassane Djigo et donc plus de rigueur pour gérer les encombrements aux alentours du stade Alassane Djigo. L'UGC a mobilisé plus de 30 personnes pendant 10 jours et des moyens mécaniques. Chérif Hassan Ndiaye, inspecteur à l'UCG par rapport à l'interdiction de commerce aux abords du stade Alassane Djigo. Je vous propose de l'écouter au micro de Aly Ndiaye Diouf. Il y a des équipements aussi, des moyens techniques. Logistique, des moyens lourds, tout ça. Parce que nous avions des pelles et des camions pour venir faire le désensablement et pour faire le raclage. Alassane Djigo est fait prêt pour donc recevoir le chef de l'État. Oui, on est tous prêts pour vraiment souhaiter la bienvenue au président. Selon vous qui êtes technicien, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il puisse y avoir une bonne gestion d'Alassane Djigo? La bonne gestion, nous en avons discuté en réunion avec le préfet et toutes les autorités. C'est-à-dire que maintenant, nous allons faire de la rigueur, que nous ne permettrons plus aux commerçants qui vendent de la mangue ou des pastèques de venir encombrer le stade. Maintenant, nous avons conçu après de faire un arrêté pour que personne ne vienne qui encombrer les alentours du stade. Voilà, et donc c'était l'inspecteur, il s'agit bien sûr de Chérif Hassan Ndiaye. Je rappelle que nos reporters seront sur place à Alassane Djigo. Aly Ndiaye Diouf, c'est pour suivre justement en direct la retransmission de cette inauguration sur Radio Sénégal. Adja Fatou Sarr, c'est à vous. Merci Tanda Ndiaye pour l'actualité sportive. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Pourquoi des tensions de trésorerie à chaque fin d'année budgétaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar? La question s'adresse au ministre délégué chargé du budget. Birima Mangara est avec Khadifal Koulibaly. Monsieur le ministre. Oui, bonjour. D'accord, voilà. Le CS déplore le non-paiement des salaires du mois de décembre. Pourquoi cette recrudescence? On assiste à chaque fin d'année à une tension de trésorerie au niveau de l'université. En principe, il ne doit pas y avoir de tension de trésorerie, surtout en matière de salaire au niveau de l'université, parce que depuis la loi de finances de 2016, le gouvernement a sécurisé les salaires. Cependant, pour le mois de décembre 2016, il s'agit simplement d'une question d'ordre technique, parce qu'il y a eu la mise en œuvre de la réforme des titres et grades. Et pour cette réforme des titres et grades, nous avions prévu, lors de la loi de finances rectificative, 3,3 milliards pour couvrir ce qu'on appelle les primes académiques. Et au niveau de ces primes académiques, l'université s'est rendu compte qu'il y a eu un gap d'1 milliard. Et en ce moment, c'est les salaires qui ont été utilisés pour couvrir donc ce gap. Ce qui fait qu'au mois de décembre, les ressources prévues pour la couverture des salaires étaient insuffisantes. Est-ce qu'il n'y a pas de détournement d'objectif, le fait de prendre les salaires et de l'utiliser à d'autres fins? En fait, les primes sont des éléments de salaire. C'est des éléments qui s'ajoutent au salaire de base. Donc, on ne peut pas parler de détournement d'objectif. Là, je pense qu'il faut adresser la question à l'université parce que toutes les universités n'ont pas connu ce problème. Il n'y a que l'université de Dakar. Que faut-il faire pour que cela n'arrive plus jamais? J'ose espérer que cela n'arriverait plus jamais parce que toutes les dispositions ont été prises depuis 2016 pour que les salaires soient assurés dans leur totalité, dans leur globalité au niveau du budget de l'État. Et il est advenu un élément nouveau, c'était en cours d'exercice, la prise en compte des primes académiques. Et peut-être c'était un problème d'évaluation. Je pense que cela ne se poserait plus à l'avenir. Un problème d'évaluation ou une mauvaise planification? Si on n'évalue pas bien, on n'a pas bien planifié. Voilà. C'est la LFR qui a alloué 3,3 milliards à l'université. Au titre des primes académiques subséquentes aux réformes des titres et grades. Pourquoi pas plus si on dit que cette somme-là est insuffisante? Pourquoi la LFR n'a pas alloué plus? Dans la mesure où c'est à cause de l'insuffisance de cette somme que le SAES est en mouvement. La LFR n'a pas donné plus parce que l'évaluation qui a été soumise au service compétent avait
le besoin à 3 milliards 300 millions. Et j'ajoute qu'une loi de finances, c'est toujours un ensemble d'arbitrage, même si l'évaluation ainsi faite devrait faire face aux besoins concurrents, multiples et concurrents. Seulement, pour ce point, nous avions donné totalement les crédits sollicités, 3 milliards 300 millions. Autre problème aussi, au CROUS, le centre des œuvres universitaires de Ziguinchor, il y a problème parce qu'on leur a alloué un budget de 750 millions, alors que leurs besoins sont évalués à beaucoup plus que cela. Nous allons étudier cette question avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme il y a dotation, il y a des instruments pour intervenir là-dessus, notamment une prochaine LFR où on prendra en compte les besoins réels de cette université. Donc il n'y a pas de péril en la demeure. Monsieur le ministre, je vous remercie. Moi, je vous remercie. C'était le ministre du Budget, Birima Mangara, au micro de Khadifal Koulibaly. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Arona Diouf. Inculpé pour tentative d'assassinat, menace de mort, Bamba Fall et compagnie à Rebeuss. La sentence est tombée hier, écrit Le Soleil. Bamba Fall et 8 de ses frères socialistes qui jusque-là faisaient l'objet de 3 retours de parquet ont finalement été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction Samba Sall. Il était 21h hier, raconte l'Observateur quotidien. Après 3 retours de parquet, le doyen des juges a envoyé Bamba Fall et compagnie en prison. Leurs avocats qui ont tenté durant 10 heures de leur décrocher une liberté provisoire ont vu au finish leur client placé sous mandat de dépôt pour tentative d'assassinat, destruction de biens appartenant à autrui, menace de mort, coups et blessures volontaires et violences et voies de fait. Bamba Fall et compagnie donc désormais à Rebeuss. Walf Quotidien dans son décryptage du jour relève une justice à 2 vitesses. Mon confrère alors qu'il leur prédit le pire, c'est-à-dire la chambre criminelle, note que pourtant des violences plus graves commises par les responsables du parti au pouvoir ont été commises sans que les auteurs en soient inquiétés, surtout que déplore Abdoul Mbaye, président de l'acte sur cette affaire Bamba Fall. Toujours dans les colonnes du quotidien de Sacré-Cœur, je le cite, ils utilisent des armes non conventionnelles pour casser l'opposition. Bamba Fall à Rebeuss ou en mer à Rebeuss, c'est l'opposition frontale à l'endroit d'Ousmane Tanor Dieng qui est à l'origine, indique la Tribune, de sa situation actuelle. Et si on suit la logique simpliste selon laquelle explique Birima du journal L'ennemi de mon ennemi est mon ami, eh bien Macky Sall, l'ami d'Ousmane Tanor Dieng, ne s'apitoie guère sur le sort du jeune maire socialiste aux positions rebelles, surtout que quand celui-ci est l'un des lieutenants les plus engagés de Khalifa Ababacar Sall, le maire de la capitale en rupture de banc, aussi bien avec Tanor qu'avec Macky Sall, et qui a redit sa détermination à voler de ses propres ailes lors des futures échéances électorales. Son recours vidé aujourd'hui, jamais à l'heure suprême, titre le quotidien. La plus haute juridiction de son pays se prononce sur son recours donc de D-Day, où le jour J pointe mon confrère que c'est concocté. Le président sortant de la Gambie est arrivé. Dernier tournant décisif en Gambie donc, et plus les jours avancent, plus la situation, informe la Tribune, se corse pour Yaya Jammeh, l'enfant de Kanilaï qui misait beaucoup sur le verdict de la Cour suprême pour s'accrocher au pouvoir, vient de voir son rêve s'envoler. Oui, parce que relève l'envoyé spécial du quotidien de des médias dans le pays, 5 des 7 juges qui devaient siéger ce lundi au tribunal de Banjul ne se sont pas présentés avec ce qu'ils qualifient de tentative suprême de Yaya. L'ancien futur cultivateur de Kanilaï aurait, paraît-il, indique sucre salé, trouvé d'autres artifices pour retarder son retour à la terre. Mais malheureusement pour lui, l'homme fort de Banjul sait lui-même que les choses ne sont pas aussi faciles et que personne au sein de la CEDEAO ou de l'ONU ne voudrait lui laisser tout ce temps. Et puis la presse rend hommage au chanteur Ablaye Mbaye décédé hier. Le monde de la culture pleure cette voix vigoureuse et touchante qui chantait Ni le demain, c'est comme ça que cela s'est passé. Son premier tube rappelle Jules Arsène Tchédji du quotidien L'Observateur quotidien qui nous raconte les derniers instants du chanteur non-voyant, indique pourtant que rien ne laissait présager qu'il vivait ces derniers instants sur terre. Ce lundi, comme les précédents, Ablaye Mbaye avait planifié sa journée dont le principal acte devait se jouer au studio 1000 Mélodies de Baba Hamdi. Un décès si brutal nous apprend enquête pour qui il est parti sans crier gare en studio, en pleine répétition, en prélude à la sortie en février de ce qui devait être son prochain album. Le talentueux artiste donc parti, un homme bon travailleur qui voyait selon Iba Massar Gueye avec le cœur.
retrouve, c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe technique, Siley Bari, Tchabasek, Ousmane Diop, Matar Diouf au CDM, réalisation Oulaili, présentation François-Xavier Thiaw, Adia Fatoussar. Bonne suite des programmes.